Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine économique Éco-Débat. Le 15 mai dernier, les autorités maliennes ont annoncé le retrait du Mali du G5 Sahel, un retrait peut-être prévisible mais qui a créé une onde de choc. Le G5 Sahel, ou devrions-nous dire maintenant le G4 Sahel, pourra-t-il continuer d'exister sans le Mali? Que veut réellement le Mali? Jusqu'où le Mali serait prêt à aller pour faire entendre sa voix? Qui pour faire revenir le Mali à la table des négociations? Et surtout, quelles conséquences pour la sous-région ouest-africaine? On essaie de répondre à toutes ces interrogations que suscite la situation malienne avec nos invités du jour. Avec nous ici en studio, M. Sadia Zouzou, expert en intelligence économique. Merci encore d'être avec nous. Merci beaucoup à vous, Soumaoro, pour l'opportunité que vous me donnez encore une fois de plus d'échanger avec nos chers téléspectateurs sur cette thématique. Et notre second invité sur la situation au Mali, c'est M. Moké Ake Semeksan, consultant en développement. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie et merci pour l'invitation. Alors, monsieur, permettez-moi, on a vu que le 15 mai dernier, les autorités maliennes ont fait cette annonce qui a fait un peu cette petite secousse. Mais qu'est-ce qui a poussé le Mali à prendre cette décision? Est-ce que c'était prévisible d'abord? D'accord. Pour nos téléspectateurs, il faudrait déjà expliquer ce que c'est que le G5 Sahel. Et comme vous l'avez dit tantôt, qui devient maintenant, on va dire, G4 Sahel quelque part. Alors, le G5 Sahel, c'est une organisation qui a été mise en place en 2014, justement pour alimenter une politique, c'est vrai, de développement, mais surtout une stratégie militaire contre l'avancée des djihadistes dans cette partie-là de l'Afrique. Alors, c'est composé de 5 pays, dont la Mauritanie, le Tchad, le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Alors, cette organisation, on va dire, a été chapeautée quelque part par la France. Voilà, a été chapeautée, coordonnée par la France. Et donc, c'est de cette institution aujourd'hui que le Mali se retire. Quels étaient les signes avant-coureurs? Le G5 Sahel a eu des problèmes de structuration dès la base. Et ce sont des problèmes, on va dire, financiers. Quand vous créez une organisation, vous vous mettez ensemble et que l'organisation est financée à 10% par ses membres, il va de soi que les 90% sont financés par l'extérieur. Et donc, il y a eu déjà ce problème. Les États-Unis ont été réticents à apporter l'aide et la France avait décidé de mettre, par son lobbying, le G5 Sahel sur mobilisation par rapport à un mandat onusien, ce qui n'a pas été effectif. Donc, le G5 Sahel a eu des difficultés, on va dire, matérielles à pouvoir véritablement se mettre en place. Et ça s'est vu tout de suite lors de l'opération conjointe en 2017, une opération d'envergure de 11 jours, je crois, qui a été lancée avec la force Barkhane en appui. Ça a démontré des problèmes sur le terrain, que ce soit des problèmes de logistique, de commandement et de coordination même des éléments d'information. Donc tout de suite, on a eu ces problèmes. Et puis, un autre élément qui est très important à prendre en compte, la majorité des pays membres aujourd'hui du G5 Sahel sont dans des difficultés institutionnelles. Vous avez le Burkina Faso, il y a eu un coup d'État, le Mali, où il y a eu un coup d'État, et au Tchad aussi, on ne le dit jamais assez, on est dans une situation qui n'est pas une situation légale et constitutionnelle. Donc voici toutes ces choses qui ont permis au président Bazoum de la Niger d'affirmer il y a moins d'un mois qu'effectivement le G5 Sahel était une mauvaise affaire. Ok, moi ce que je voulais ajouter par rapport à la question, c'est de dire que, disons que dans cette situation, il y avait ce qu'on appelle les causes lointaines et puis les causes immédiates. La cause immédiate, c'est qu'à l'issue du Conseil des chefs d'État qui s'est réuni le 15 février 2021, et la 8e session, la 7e session notamment, et il a été question que la 8e session se tienne au Mali, c'est-à-dire le 15 février 2022. Et jusqu'à présent, cette session ne s'est pas encore tenue au Mali. Et donc, le fait que la session se tienne au Mali devrait entériner le commandement, c'est-à-dire la prise de la présidence du G5 Sahel par le Mali. Et donc, cette session qui devrait avoir lieu en février n'a pas encore eu lieu et malgré les nombreux rappels des dirigeants de la junte, disons, la junte des autorités au pouvoir actuel à Bamako, et cette session n'a pas encore eu lieu. Et donc, les autorités de la junte, après avoir rappelé à plusieurs reprises, envoyé des lettres de rappel à plusieurs reprises au président actuel du G5 Sahel, qui est le président
Idriss, pas Idriss, le fils d'Idriss. Mohamed. Voilà, Mohamed Itno, jusqu'à présent, n'a pas encore daigné répondre, n'avait même pas encore daigné répondre. Et je crois qu'à partir du 15 mai, le gouvernement, enfin l'autorité malienne, actuellement, ont décidé de suspendre leur participation je vais dire, au G5 Sahel. Comme mon co-débatteur le disait tout à l'heure, le G5 Sahel, c'est véritablement un cadre institutionnel un peu mis en place par la France, considéré aussi par les autorités maliennes actuelles comme étant un instrument pour pouvoir tenir à l'œil toutes les organisations, les pays, et notamment aujourd'hui les différentes autorités qui sont à la tête de ces pays-là, notamment, je veux dire, les autorités maliennes avec lesquelles tout le monde sait, il est de notoriété aujourd'hui que les pouvoirs publics français aujourd'hui n'ont pas les mêmes vues sur la façon de gérer. Et donc, vous savez très bien qu'avec les relations, je vais dire, pas très amicales qui existent aujourd'hui entre les pouvoirs publics en France et au Mali, donc la logique était très bien qu'on s'attendait plus ou moins à un moment ou à un autre au retrait du Mali de cette force G5 Sahel qui, il faut le dire, n'a véritablement jamais fonctionné en réalité. Et disons que c'était une coque vide, quoi, c'est que ça s'est révélé par la suite. Et ce n'est pas seulement nous qui le disons, mais ce sont en même temps les experts sur le plan international et les experts avisés qui ont dit. Et tout à l'heure, mon co-débatteur le disait, cela peut-être comment d'arriver là. Et quand le président Bazoum disait que le G5 Sahel devient peut-être maintenant G4 Sahel était véritablement un instrument mort-né. Alors, mais justement, vous parlez des pouvoirs publics tout à l'heure, les relations entre pouvoir public français et pouvoir public malien. Est-ce qu'avec cette situation, et on voit un peu ce que ça crée, cette remise en cause des accords de coopération de défense entre le Mali même et la France, est-ce qu'on peut dire que c'est un signe de non-retour dans les relations entre la France et le Mali? Bon, il faut se dire dans un premier temps qu'on est en politique. Et en politique, on ne dit jamais, jamais. Mais ce que je peux constater, en tout cas pour le moment, c'est que nous avons de plus en plus, je veux dire au niveau globalement de certains pays, globalement de l'ensemble des pays africains à travers leur jeunesse, une remise en cause, je veux dire, de la présence française et de ce qui est considéré, appelé par tous aujourd'hui aussi la France-Afrique, c'est-à-dire la mainmise totale de l'ancienne puissance française sur la vie économique, sociale et politique de ces anciennes colonies. Donc, pour répondre à la question, je veux dire que c'est quelque chose qui était totalement prévisible et sur lequel nous arrivons aujourd'hui. Et c'est ce que je peux dire en tout cas pour le moment sur ta question. Alors pour revenir aussi, le Mali, en se séparant de ses alliés du G5 Sahel, on sait que ce groupement a été mis en place quand même pour lutter d'abord contre le terrorisme. Est-ce qu'en se séparant de ses alliés, le Mali est capable de faire cavalier seul dans la lutte contre le terrorisme justement? D'accord, tout à l'heure pour en revenir à votre question, la question que vous avez posée précédemment, effectivement, on observe un divorce entre le Mali et la France et cela se traduit en actes. Quand vous voyez un peu la façon dont la force Barkhane a été quelque part chassée, on va dire, du Mali, quand vous voyez la façon dont la force Takumba est mise à mal et les interrogations même liées à la force onusienne, MINUSMA, au Mali, on se rend bien compte qu'au-delà de ces échanges diplomatiques, de ces discours, on va dire quelque peu véhéments, par presse interposée, par gouvernement, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, on va dans une situation de plus en plus difficile dans les rapports entre la France et le Mali. Pour revenir à votre question, vous demandiez est-ce que le Mali a les capacités opérationnelles de mener cette guerre seule? La guerre contre le terrorisme, en mon sens, ne peut pas être menée par un seul État. Effectivement, l'esprit du G5 Sahel était très bien à la base parce qu'il s'agit de coordonner, je vais dire, les différentes forces. Aujourd'hui, qu'est-ce que le Mali a comme capacité pour pouvoir juguler le djihadisme? On a d'un côté l'armée malienne, c'est près de 20 000 soldats. C'est un matériel, on va dire des capacités militaires quand même assez modestes et qui a fait ses preuves. On n'a pas vu réellement, on a vu même l'avancée des djihadistes au niveau de la capitale. Il a fallu et Serval, et Barkhane, et puis ensuite toutes les opérations et les forces qu'il y a eu
pour pouvoir freiner les djihadistes. Donc l'armée malienne en elle-même n'a pas les outils nécessaires pour freiner cette force. Et de l'autre côté, on a un nouveau groupe qui s'est ajouté à cette armée, qui est le groupe Wagner, qui est une société privée, dont on dit qu'elle est rattachée à Moscou, mais Moscou dément avec véhémence. C'est 2000 soldats. C'est une chaîne de commandement dont on ne maîtrise pas réellement, je vais dire, d'où viennent les ordres, parce qu'il s'agit du privé. On ne sait pas non plus à combien ils sont payés et qu'est-ce qu'ils font véritablement au Mali. Alors, dans un contexte comme ça, un contexte géopolitique, mais aussi géostratégique difficile, on ne voit pas comment est-ce que le Mali et son armée et le groupe Wagner pourraient justement jubiler l'avancée du groupe terroriste. Alors, vous faites intervenir le groupe Wagner, je vais revenir. Quand on parle, on voit un peu, il y a ce groupe de mercenaires Wagner, sous-entendu, soutenu par Moscou d'un côté, et on a la France qui essaye avec les opérations militaires de l'autre côté. Est-ce que finalement le Mali n'est pas un champ d'opération de grande puissance internationale? Oui, moi, ce que je peux dire, c'est effectivement, pour répondre à votre question, c'est exactement ce qui est. Nous sommes entrés aujourd'hui dans l'ère de ce qu'on appelle la guerre par procuration. Mais permettez-moi de vous dire, quand vous parlez tout à l'heure de Wagner, vous parliez par exemple de la question des sociétés militaires privées. Toutes les grandes puissances aujourd'hui, je vois que c'est la tendance la plus marquée aujourd'hui, c'est d'intervenir sur la théorie d'opération à travers ce qu'on appelle les groupes militaires privés. Et vous savez que nous autres qui sommes ici dans les pays francophones, nous, les choses sont prises sous le prisme, je veux dire, de la façon dont l'Occident regarde les choses. Mais on sait très bien, par exemple, que toutes ces grandes puissances-là interviennent sur des terrains, et des terrains aussi difficiles comme le terrain d'Israël, là, à travers les sociétés militaires privées. On a, au niveau des États-Unis, vous avez le groupe Blackwater, qui est devenu maintenant Académie. Il y a Secopex aussi en France. Ce sont des militaires privés qui parfois même portent les tenues officielles avec lesquels les pays signent des contrats. C'est-à-dire que quand ce soldat-là, par exemple, tombe sur la théâtre des opérations, bon, il n'y a pas d'engagement officiellement de l'État puisque c'est des contrats avec lesquels ils sont bons. Donc je vais dire que d'une manière ou d'une autre, que ce soit du côté russe ou bien que ce soit de l'autre côté, toutes ces entreprises, et aujourd'hui, et c'est la tendance actuelle aujourd'hui, des grandes puissances, c'est d'aller sur ces terrains avec les sociétés militaires privées. Mais on ne le dit pas. Et donc, c'est ce qui est dit. Donc, je veux dire que, pour revenir à votre question, pour dire qu'effectivement, le Mali est devenu, je dis, un théâtre d'affrontements géopolitiques, géoéconomiques, surtout, parce que l'objectif stratégique qui sous-tend la présence de ces puissances-là sur le terrain, c'est, je veux dire, la motivation est purement économique. Et pourquoi? Parce que la bande sahélo-saharienne renferme aujourd'hui ce qu'on appelle les matières premières stratégiques ou les matières premières critiques. Donc par exemple le lithium, les terres rares, l'or, etc., etc. Je vous dirais, soit dit en passant, que la guerre au Mali n'a pas arrêté l'exportation de l'or. La région du Mali, du Burkina et de la Mauritanie aujourd'hui est devenue la plaque tournante aujourd'hui de la production d'or à travers au monde aujourd'hui. Le Mali est devenu le premier producteur mondial d'or aujourd'hui au monde. Donc je vais dire que ces matières premières critiques qui sont utilisées par exemple pour la fabrication des moteurs, des nouveaux moteurs électriques, puisque maintenant on va vers la transition énergétique. Donc c'est une importance stratégique pour ces pays, et même j'allais dire vitalement pour les économies de ces pays occidentaux-là, d'avoir un pied dans le Sahel. Donc ça veut dire que ce qui se joue, en réalité, c'est cette rivalité, on parle de djihadistes ici, ça et là, mais les mouvements djihadistes, selon certains experts, terroristes. Les mouvements terroristes et djihadistes et terroristes, selon certains experts, sont à peu près un peu, je vais dire, des instruments utilisés par certaines puissances pour opérer sur le terrain par procuration. Mais les acteurs réels, comme je viens de le dire tout à l'heure, effectivement, ce sont les grandes puissances qui cherchent à avoir le contrôle, notamment sur les ressources. Parce que quand vous regardez la carte du monde aujourd'hui, là où se trouve en grande quantité la plupart de ces ressources-là, et de façon non protégée, parce que c'est très important de le dire. Vous pouvez trouver la Chine produit les terres rares. Les terres rares sont utilisées par exemple pour fabriquer les écrans d'ordinateur, les écrans de téléphones portables, c'est utilisé aussi dans l'industrie stratégique, etc., etc. Mais ces terres rares appartiennent à la Chine qui a le moyen de se protéger pour que les autres puissances ne viennent pas lui prendre ces matières premières et d'avoir le contrôle. Et c'est ce qui se passe maintenant, pas le cas de l'Afrique. Vous avez très bien remarqué que lorsque, par exemple, ces matières premières, l'Afrique, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la division internationale du travail,
c'est que l'Afrique est pourvoyeuse de matières premières. Ça, c'est comme ça. Et puis l'Afrique doit le rester pour ceux qui sont les dominants du monde aujourd'hui. Donc je veux dire que tout ce qui se joue là, en réalité, c'est cela. Et donc, pour dire que le Mali a la possibilité, seul aujourd'hui, de recouvrer, je veux dire, l'intégralité de son territoire, ce n'est pas possible. Le Mali ne peut pas mener ce combat-là tout seul. Et l'exemple de la guerre en Ukraine nous montre aujourd'hui que, véritablement, aucune guerre ne se mène. Ça a toujours été comme ça avant, mais aujourd'hui, aucune guerre ne se mène dans le monde aujourd'hui pour la gagner sans alliés. Aucune guerre ne se gagne sans alliés, mais aussi vous avez fait ressortir un volet économique tout à l'heure. Permettez-moi de demander, le Mali qui est sous les sanctions de la CEDEAO, les sanctions économiques, ce Mali-là qui se retire aujourd'hui du G5 Sahel, est-ce que l'économie malienne a cette capacité de résilience pour tenir et jusqu'à quand cela peut durer? D'accord, merci pour la question. Tout à l'heure, il a parlé de l'aspect géostratégique, d'abord de la Russie, je vais dire au Mali, mais il faut aussi noter l'aspect géopolitique. Aujourd'hui, on est dans un monde qui va véritablement vers deux blocs, la reconstruction des deux blocs, disons les choses clairement. Et depuis le sommet Russie-Afrique de Sochi en 2019, la Russie a commencé à resserrer sa zone d'influence au niveau de l'Afrique. Donc, que ce soit en Centrafrique, que l'exemple aussi vienne aussi du Mali actuellement, il faut savoir que la Russie est justement dans cette logique-là de pouvoir reprendre du terrain en Afrique. Donc, les enjeux sont certes géostratégiques, mais aussi géopolitiques. En ce qui concerne le Mali, ils sont nombreux, ces observateurs-là, qui n'avaient pas parié que le Mali aurait pu tenir 11 mois, je veux dire sans payer les fonctionnaires et puis sans faire tourner l'économie. Vous savez, l'économie de guerre est l'une des plus florissantes. Voilà. Et le Mali a des amis. C'est vrai qu'on dit un pays n'a pas d'amis, un pays n'a que des intérêts, mais il va de soi que, comme M. Sadia l'a dit tout à l'heure, le Mali a des ressources qui peuvent permettre aujourd'hui de mobiliser un certain nombre de capitaux, un certain nombre de fonds. Et je ne vois pas tout de suite le Mali tomber, je vais dire, en banqueroute. Et ça ne vient même pas de moi, le FMI a produit dernièrement un rapport qui est très optimiste quant justement à l'économie malienne. Donc je veux dire que cette question de résilience est déjà passée. Il faut maintenant voir si le Mali a la possibilité de tenir aussi longtemps avec des djihadistes et un pays pratiquement coupé en deux, de tenir sur la durée quant à ses possibilités économiques. Alors, une autre question me revient, oui, je vous laisse rebondir d'abord. C'est tout juste aussi pour ajouter à ce que M. Bouquet a dit tout à l'heure, c'est le fait aussi que le Mali est sous sanction des pays de la CEDEAO, ce qui paraît quand même un peu difficile à comprendre aussi pour certaines organisations, parce que le principe fondateur de la CEDEAO, c'est de créer la solidarité économique. Et bien entendu, ce sont ces organisations-là qui mettent le Mali aujourd'hui sous embargo. Mais certains éléments nous ont montré aujourd'hui que très certainement la CEDEAO n'a pas toujours cette souveraineté dont on aurait voulu et qui lui permet d'être libre de pouvoir décider. Alors donc, pour revenir à votre question de tout à l'heure en ce qui concerne la résilience du Mali, quand vous regardez la carte aujourd'hui, vous savez que le Mali n'a pas que des ennemis. Comme j'ai l'habitude de le dire, les embargos ont un effet boomerang, par exemple, sur les économies. En même temps, sur les économies qui imposent cet embargo au pays et le pays qui est l'objet de cet embargo-là. Quand on prend par exemple le cas des pays de la CEDEAO, vous devez savoir que la plupart des pays côtiers, par exemple, ont un objectif stratégique, le marché de l'Interland, c'est-à-dire le Mali. Tous les pays, que ce soit le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée, etc., ont entrepris des travaux colossaux pour agrandir les différents ports, pour pouvoir servir l'Interland. Donc le fait d'imposer aujourd'hui un embargo au Mali est un problème même pour ces pays-là. Notamment, on nous a parlé la fois dernière du fait que le Sénégal perdait environ 200 milliards de francs CFA du fait de l'embargo avec le Mali. Mais je veux dire que le malheur des uns faisant le bonheur des autres, aujourd'hui, le Mali a pu trouver, je veux dire, une voie de sortie en utilisant le port de Conakry. Et je veux dire que c'est totalement une aubaine aujourd'hui pour la Guinée. Et je suis même en train de penser même à l'après-sanction de la CEDEAO. Et je ne sais pas si le Mali va revenir vers ses anciens partenaires. Je ne sais pas comment cela va se faire. Autre chose aussi, il y a cette possibilité aussi de commercer d'avoir accès au port de Nouakchott. Et en fin de compte aussi, il y a cette possibilité qui a été offerte à l'Algérie
d'être aussi une possibilité d'avoir accès à la mer en utilisant le port d'Alger. Donc je veux dire que pour la question de la résilience du Mali, comme mon co-débatteur le disait tout à l'heure, ce n'est pas réellement un problème en réalité, parce que le pays est un pays très riche. Et la plupart de ces puissances qui imposent de façon indirecte des embargos au Mali, aujourd'hui, sont des puissances dont les entreprises sont dans le domaine minier aujourd'hui. Donc je vais dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'embargo n'empêche pas ces entreprises de continuer d'aller s'installer au Mali et de continuer de faire des affaires. Il faut rappeler que la France est deuxième partenaire économique voilà, c'est ça. Alors permettez-moi cette question un peu sensible. On a vu le Mali sous embargo, sous sanctions, maintenir une certaine résilience, le Mali se retirer du G5 Sahel. Est-ce qu'on peut prévoir, si la situation continue, le Mali se retirer d'autres instances telles que la CEDEAO? Ça c'est une question, je veux dire, difficile à prévoir, parce qu'il appartient justement aux autorités maliennes d'aujourd'hui de pouvoir analyser la situation. Mais il faut savoir que c'est déjà arrivé une fois. La Mauritanie a quitté la CEDEAO en 2000 pour se consacrer à un autre projet de développement au niveau du Maghreb, un projet qui n'a pas marché. Aujourd'hui, la Mauritanie frappe à la porte de la CEDEAO depuis 2017. Donc pour dire que c'est pas réellement une bonne stratégie, moi, en mon sens, que le Mali se retire. Mais allons au-delà. Dernièrement, on assiste à une sorte, on va dire, de décrispation des relations entre la CEDEAO et la junte. D'abord parce que l'opinion publique africaine n'est pas favorable aux différentes sanctions. Et M. Sadia a bien fait de le préciser. De façon unanime, il y a une condamnation. Et la Cour de justice de l'UEMOA a rendu une décision contre ces sanctions justement de la CEDEAO. Deuxième fait, on a invité le chef de la junte malienne, Assimi Goïta, au sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Il faut y voir des signes de décrispation et quelque part, la CEDEAO se rend compte aujourd'hui que ces sanctions sont inefficaces et ces sanctions-là ne sont pas de nature à réchauffer les relations. Néanmoins, avec les deux éléments que je vous ai donnés, je pense qu'on va vers un assouplissement, je vais dire, des mesures, vers une paix relative, et je ne pense pas qu'il soit dans l'intérêt du Mali de se retirer de la CEDEAO. Ouais, ce que je peux dire, c'est que c'est une possibilité qu'il faut entrevoir. Et il a dit, M. Bouquet l'a dit tout à l'heure, la Mauritanie s'était retirée de la CEDEAO pour y revenir. Et je pense que si les instances dirigeantes de la CEDEAO titrent aussi la corde à un certain moment, dû au fait qu'il y a derrière ce qui se joue au sein de la CEDEAO, ce qu'on appelle les acteurs réels qui sont cachés dans l'ombre, dont les intérêts, si les intérêts ne vont pas dans le sens de ce qui est décidé aujourd'hui, je vais dire que les tensions peuvent s'exacerber et ça peut pousser le Mali. Parce que le Mali a quitté la CEDEAO. Il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'il y a quand même un mouvement souverainiste qui balaie tout le continent africain, notamment et plus particulièrement dans les pays francophones. Aujourd'hui, on ne le dit pas assez. Moi, quand j'écoute vos confrères français sur les médias, je veux dire les médias occidentaux, on parle des Africains manipulés par la Russie. Je pense qu'il faut faire très attention aujourd'hui à certains actes qui sont en train de venir, pour lesquels je veux dire que les dirigeants politiques français, le pouvoir politique français devait pouvoir faire très attention. Je vais prendre un cas qui semble peut-être banal. L'ambassade de France au Mali qui est sommée de quitter Bamako en 72 heures. Dans un microcosme économique africain, l'ambassade de France, si je ne dis pas que c'est un proconsul, mais c'est un homme très important dans un pays francophone. Donc le faire partir comme ça, et aussi véritablement y aller de façon entre guillemets humiliante, c'est un signe. D'autres signes aussi se déclarent aussi avec ce désir d'indépendance économique, politique, de la tutelle de la France qui se dessine dans les pays africains aujourd'hui, en Centrafrique. Tout récemment, il y a en plus il y a le Gabon, en plus du Gabon, qui a fait une demande officielle pour adhérer au Commonwealth, c'est-à-dire un peu le pendant de la francophonie dans les pays anglophones. Il y a aussi le Togo qui a fait acte de candidature. Il y a aussi l'exemple du Rwanda depuis qu'il est sorti, je veux dire, de la tutelle française aujourd'hui, qui bat tous les records en termes de développement économique et social. Donc ce sont ces éléments-là que les Africains regardent aujourd'hui, et ce vent souverainiste-là qui souffle. Et je dis que si
la CEDEAO est, je vais dire, à la croisée des chemins. Et ironie du sort, la CEDEAO a été créée au Mali. Et qui plus est, était créée en 1975, si mes souvenirs sont précis. Et je vais dire que le Mali est le berceau de la CEDEAO. Et encore, la CEDEAO qui se retourne aujourd'hui contre le Mali n'est pas bien vue par les Africains, aussi bien par les populations africaines que par les intellectuels africains qui ne le disent pas. Ce n'est pas tout le monde qui s'exprime de façon publique, mais en réalité, même parmi les dirigeants politiques africains francophones membres de la CEDEAO, je ne suis pas très sûr qu'en public, ils approuvent. Je vais dire ce qui s'est passé. Moi, je vais vous donner un exemple très précis pour terminer là-dessus. Lorsque les autorités maliennes ont suspendu les antennes des RFI en France, RFI France 24, etc., mais le président Macron, de façon publique, en intelligence, c'est comme nous utilisons les sources blanches, c'est-à-dire les documents publics, c'est un public. Il a dit qu'il allait enjoindre le chef d'État ghanéen, président de la CEDEAO, pour tirer un peu les oreilles, si je me dis entre guillemets, des choses qu'on appelle ça, des dirigeants qui sont au pouvoir au Mali aujourd'hui. Donc cela n'est pas toujours bien vu. Cette façon condescendante de traiter les Africains et de traiter de leurs dirigeants n'est pas toujours bien vu avec le monde qui est en train de changer aujourd'hui. Et Antoine Glaser a dit que l'Afrique aujourd'hui a beaucoup de monde dans son salon. Au-delà de ce qui se dit, il y a les Russes, il y a les Turcs, il y a la Grande-Bretagne qui, après le Brexit, s'est détachée de l'Union européenne aujourd'hui. Tous ces pays-là font la cour au Mali aujourd'hui. Parce que le Mali a des ressources très importantes. En diplomatie, il y a ce qu'on dit en public et il y a ce qu'on dit en privé. Donc il faut faire très attention de ne pas lâcher le Mali. Et M. Akin l'a dit tout à l'heure. Donc on est en train d'observer avec, je vais dire, le lobbying mené par le président Faure Gnassingbé du Togo aujourd'hui, si les positions de part et d'autre vont fléchir, de sorte que chacun y sorte un peu la tête haute. Voilà. Alors, messieurs, donc c'est pratiquement sur ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. On ne pourra pas épuiser en tout cas toutes ces grandes interrogations, mais le débat se poursuit toujours chez vous. Nous avions parlé de la situation du retrait du Mali du G5 Sahel et nous étions avec monsieur Moké Ake Saint-Mexon, consultant en développement, et monsieur Sadia Zouzou, expert en intelligence économique. Mesdames et messieurs, vous pourrez retrouver cet entretien sur notre site medi1tv.com. Agréable suite au programme sur nos antennes.